résultats ont été collectés et ensuite analysés. Donc j'ai le plaisir d'accueillir pour commenter ces données et déjà les présenter Nicolas Bassan, qui est psychologue de formation avec un passé dans la recherche, notamment sur les effets de la méditation pleine conscience, qui est cofondateur d'Open Mind Neurotechnologies et aujourd'hui Chief Product Officer. Je suis également entourée sur cette table ronde par Gilles Dufour, qui est coach en leadership. Donc Gilles a un passé lointain qu'on était en train de commenter à l'instant en tant que banquier d'affaires et puis depuis 20 ans travaille auprès de dirigeants sur la partie, pour les accompagner dans leur performance. Il est également professeur de yoga depuis 20 ans également, c'est ça Gilles ? Et puis voilà, il est très intéressé par et très promoteur des approches de leadership qui intègrent une approche du corps. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est rejoint et qu'aujourd'hui, Gilles est également formé sur nos produits Open Mind Neurotechnologies. Voilà. Également entouré de Vincent. Alors Vincent, on le connaît depuis encore plus longtemps. On a la chance de travailler avec lui sur différentes prestations auprès de nos clients, sur des parcours de développement du leadership. Notamment chez Salesforce et Léo Pharma dernièrement. Et Vincent a un parcours en fait dans le conseil et puis chez Orange à des fonctions de direction. Il est devenu coach pour apporter toute sa belle expertise à ses clients et aujourd'hui très promoteur d'une approche, on va dire intégrée du bien-être et de la performance qu'il appelle la bienformance et voilà sur lesquels on le rejoint. Et donc moi-même, Clarisse, responsable sur la partie Open Mind Neurotechnologies, donc j'ai rejoint il y a 1 an et je suis Chief Executive Officer d'Open Mind. Alors pour l'animation de ce séminaire, malheureusement, on ne pourrait pas vous donner la parole, ça pourrait être aussi un peu cacophonique, donc on a choisi de faire les questions par le chat. J'ai vu que beaucoup de gens ont partagé d'où ils sont, donc c'est chouette de voir que toute la France est représentée dans cette table ronde. Bonjour à tous et n'hésitez pas à poser au fil de l'eau, on prendra les questions au fil de l'eau sur chacune des parties des données et des commentaires de nos intervenants. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, à interpeller, on essaiera d'en prendre un maximum. Alors pour introduire les données, je vais quand même vous parler un tout petit peu de qui on est chez Open Mind. Donc Open Mind, c'est une jeune société innovante qui a été créée il y a bientôt 5 ans, qui a travaillé dans les 4 premières années de son existence quasiment exclusivement sur de la recherche et développement, au travers de collaborations scientifiques et de collaborations avec des entrepreneurs du Galion Project, les sportifs de haut niveau, les athlètes Red Bull, sponsorisés par Red Bull, mais aussi donc des partenariats académiques avec l'Institut de recherche biomédicale des armées, avec qui on est partenaire depuis 2017, ainsi que des laboratoires du CNRS. Nous sommes une équipe aujourd'hui de 12 experts, donc des expertises pointues qu'on a assemblées, on va dire, dans une équipe diverse, à la fois des expertises pointues en neurosciences, évidemment, et en psychologie, en data, et puis également dans le jeu vidéo et dans la partie réalité virtuelle. Voilà. Et nous développons, nous avons créé une suite d'outils où je vais vous en dire un petit mot juste pour que vous compreniez d'où viennent nos données. Et donc aujourd'hui, on forme et on certifie des coachs qui sont intéressés par notre approche et qui souhaitent utiliser leurs outils avec leurs clients. Alors pour vous dire un tout petit mot de ces outils, ce qu'on a créé dans cette, on va dire, période intense de R&D, ce sont des outils qui sont immersifs, c'est-à-dire des interfaces de jeu, tout simplement, qu'on fait en réalité virtuelle ou en ligne, qui permettent, en traduisant en fait des expériences qui ont déjà été publiées dans la littérature en neurosciences, de plonger des collaborateurs, parce qu'on intervient surtout en entreprise, dans des situations, des états qu'on va mesurer avec de la donnée en temps réel et puis aussi on va dire en différé. Et cette donnée, c'est pas que de la donnée de ressenti. La force de notre produit, c'est d'arriver à capturer des données physiologiques et comportementales et de les traiter
et de traduire en fait en indicateurs neuroscientifiques. Donc on est sur des données objectives et toujours avec une comparaison entre le ressenti et de la donnée objective, qui évidemment questionne encore plus vite et plus loin. Et dans ces voyages au cœur de soi-même, on va développer 3 grands axes. Donc 3 grands axes pour nos indicateurs et nos métriques. On aura des métriques sur la résilience, comment toute la partie émotionnelle, la résistance au stress. Des indicateurs sur la partie agilité, comment est-ce qu'on réagit en situation d'incertitude, comment on s'adapte, comment on apprend, comment on mobilise sa créativité et comment on se situe par rapport à une situation nouvelle. Et puis la dernière chose, c'est des compétences sociales. Donc il y a des indicateurs sur tout ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, l'intelligence sociale, l'empathie, qui sont essentiels aujourd'hui, ces 3 axes étant extrêmement importants pour le leadership post-Covid. Voilà. Et donc vous l'aurez compris, on le fait toujours avec un standard scientifique extrêmement élevé, qui est la marque de fabrique d'OpenMind, mais aussi un standard éthique extrêmement fort, puisque ces données sont des données finalement à disposition de la personne qui suit nos programmes de développement, mais aussi évidemment de son coach. Mais ce sont des données qui restent individuelles et qui ne sont pas partagées avec la direction des ressources humaines ou la direction. Donc très concrètement, ce qu'on a développé pour accélérer finalement l'adoption et la capacité pour les entreprises à utiliser ces outils dans leur programme de talent development, que ce soit au niveau du leadership, au niveau des programmes managers, puisqu'on intervient dans plusieurs programmes managers comme une des briques de ce programme, ou au niveau de programmes sur le leadership féminin. On a créé des parcours avec nos outils qui permettent en quelques semaines finalement aux participants de vivre ces expériences au cœur d'eux-mêmes, de se confronter aux données, toujours accompagnés par un coach qui est certifié, et puis après de travailler en profondeur sur ces données, à la fois au niveau individuel ou au niveau collectif. Donc ce sont également des programmes de groupe au cours desquels on utilise les données. Voilà. Donc voilà pour la petite page de pub et puis surtout l'explication de ce qu'on fait et d'où viennent nos données. Et j'ai le grand plaisir de passer la parole à Nicolas pour qu'il nous explique du coup quelles données on a pu extraire pour pouvoir faire cette analyse entre avant et après Covid et comment le leadership a été impacté par la crise. Merci Clarisse. Bonjour à tous. Donc pour vous expliquer en détail à la fois notre produit, mais qui est aussi dans le cas qui nous anime aujourd'hui, la manière dont on a recueilli les données qu'on va vous présenter. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre les individus en réalité virtuelle. Lors de cette réalité virtuelle, ils vont passer par 3 modules différents qui vont générer chez eux des états cognitifs et émotionnels différents. Donc c'est la colonne de droite, vous le voyez ici. Il y a un premier module qui va appeler plutôt un état de concentration, un second module qui va plutôt être un état de stimulation et de stress, donc c'est du stress de charge mentale, et puis enfin un dernier module qui est un module de relaxation. Donc pendant ces 3 modules, on va mesurer de manière physiologique le système nerveux autonome des individus, comment est-ce qu'ils mobilisent leur énergie, comment est-ce qu'ils récupèrent leur énergie. On va également leur poser des questions sur leur ressenti, et ce qui va nous donner la possibilité de sortir des métriques assez riches et surtout qui vont pouvoir être à la fois subjectives et objectives. Et donc c'est aussi la comparaison de ce que je pense de moi-même à ce qu'on a pu mesurer qui est intéressant. Parfois il y a des écarts importants, parfois au contraire c'est exactement au même point. Donc c'est vraiment ça qui va pouvoir faire la force de nos données ici. Pour vous expliquer maintenant l'étude d'impact dont on va parler, un petit point sur la population et les méthodes. Donc on va avoir deux échantillons. Un premier échantillon qui va s'intéresser à l'impact de la crise du Covid. Donc on a 200 individus dans cet échantillon, de moyenne d'âge 43 ans, avec un écart type de 10 ans, plus ou moins 10 ans. Ce sont des cadres de région parisienne, en très grande majorité.
Et puis, on a choisi de diviser cet échantillon entre le pré-Covid, donc avant le 20 mars, et l'après-Covid, après le 20 mars. Ça, c'est le premier échantillon. Le second échantillon, il va s'intéresser plutôt à comment fonctionnent les individus de manière générale, indépendamment de la crise du Covid. Ça va nous aider à comprendre un peu mieux les conséquences qu'on a pu observer par la crise Covid. Alors, c'est 2 échantillons différents parce qu'on a différentes versions de notre produit. Et donc, on doit comparer évidemment des personnes qui sont passées exactement dans le même environnement. Donc, sans suspense, je vais vous présenter le premier résultat. Donc, le premier résultat, il va s'intéresser à la gestion du stress. Alors, pour vous expliquer ces graphes, vous avez les mesures avant Covid en vert et les mesures après Covid en violet. Et ce qu'on observe, c'est que sur les 2 dimensions qui sont présentées ici, c'est-à-dire la réactivité émotionnelle et la régulation émotionnelle, on a des effets qui sont significatifs. Alors, même si le plus 7% et le moins 5% peuvent paraître des chiffres raisonnables, on a des p-values, donc une robustesse de la significativité de ces données qui est importante. Ce qu'on observe, c'est que la réactivité émotionnelle objective, donc mesurée, elle a augmenté depuis le Covid. Donc ça veut dire que les gens sont plus sensibles aux stimuli, ils sont plus stressables, on peut dire ça. Et en même temps, leur réactivité émotionnelle subjective, donc ressentie, elle a diminué. Donc d'un côté, les gens sont plus stressables, et d'un autre, ils ont l'impression de moins l'être, ils le ressentent moins. Donc ça, c'est pour la réactivité. Et pour la régulation émotionnelle, ce qu'on observe, c'est que les individus ont plus de mal à réguler leurs émotions objectivement, donc dans la manière dont on le mesure sur le système nerveux. Et en parallèle, ils pensent mieux réguler leurs émotions. Donc tout ça, en fait, peut nous permettre de conclure que les gens, finalement, sont plus stressés, ont moins de compétences de gestion du stress et pensent en avoir de meilleures. Et alors ça peut être problématique, parce que quand on s'intéresse aux théories sur la gestion du stress, qui peut mener à un syndrome d'épuisement, en fait, on sait que l'organisme, en fait, gère le stress en temps normal assez bien. C'est quelque chose de très utile. Quand il y a un stimuli, il va pouvoir s'activer. Quand il a des phases de repos, il va pouvoir récupérer. Mais quand ces stimuli se répètent, finalement, il va avoir du mal à revenir à sa ligne de base. Et le problème qu'on observe avec les données qu'on a pu présenter juste avant, c'est que les individus ne vont pas s'en rendre compte. Ils pensent que finalement, ils peuvent encore répéter les stimuli, ils vont avoir peut-être plus de mal à prévoir du temps pour récupérer. Mais on va pouvoir, du coup, en échanger avec Vincent autour de ce sujet. Alors Donc justement, voilà pour la gestion du stress. merci Nicolas. Justement, je vais me tourner vers Vincent, qui accompagne des dirigeants, on va dire, tous les jours, hein, toutes les semaines. Est-ce que cet écart entre le ressenti et finalement ce qui est-ce que c'est quelque chose que tu vois dans les demandes de tes clients? Est-ce que on demande de plus en plus d'accompagner des managers en surchauffe? Et est-ce qu'il y a une prise de conscience, en fait, peut-être de ce burn-out latent auprès de tes clients? Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, si je me suis repenché sur mon activité des derniers mois et ce que j'ai observé, c'est beaucoup plus de demandes d'accompagnement de situations de surchauffe, de stress ou de déficit d'énergie. Et si je devais mettre une date, ça a démarré au mois de novembre dernier. Et c'est intéressant de voir que les premières entreprises où cette tendance s'est manifestée, c'est plutôt des boîtes internationales et américaines qui sont finalement les premières à avoir fermé leurs bureaux et avoir mis en place le télétravail généralisé. Donc c'est finalement les premières entreprises là où finalement les demandes ont émergé. Et puis c'est une tendance qui continue encore. Et malheureusement, depuis la rentrée, où il y a encore beaucoup de demandes d'accompagnement dans ces situations de surchauffe, avec peut-être des choses qui sont assez classiques, c'est des accompagnements individuels. Ça, il y en a toujours eu
il y en a plus, mais il y en a toujours eu. Et peut-être quelque chose qui est un peu nouveau, c'est vraiment des demandes d'équipe de direction, d'être accompagné dans la durée sur des sujets où on ne parle pas business. On n'est pas du tout là pour parler stratégie, on n'est pas du tout là pour parler résultats, on est vraiment là pour travailler sur soi, pour travailler sur son énergie, pour travailler sur son stress, pour travailler sur la sécurité psychologique, la qualité du lien avec les autres, la confiance. Et ça, effectivement, c'est des choses assez nouvelles et qui se développent. Après, ça reste encore extrêmement inégal et les chiffres de Nicolas le montrent bien, il y a un décalage entre le mesuré et le perçu. Et il y a quand même aujourd'hui des entreprises où en fonction de la culture et de la représentation du leadership, ben finalement, un dirigeant, un leader, c'est un Superman ou un Wonder Woman qui n'est jamais fatigué, qui n'a pas le droit de prendre du temps pour soi et qui finalement a du mal à accepter cet état. Et c'est là où cette étude, elle est vachement intéressante parce qu'elle factualise les choses, elle déculpabilise sur le fait qu'effectivement, il y a un syndrome de stress et de fatigue et que c'est important d'apprendre à le gérer parce que c'est une compétence qui est pas simple, gérer son stress et son énergie. Super, bah, merci Vincent. Est-ce qu'il y a une question auquel les participants veulent poser? N'hésitez pas dans le chat. Hein. Je ne sais pas si toi, Gilles, tu avais une petite réaction ou quelque chose sur lequel tu as envie de réagir. 100% en phase avec Vincent. Hein. Ce que je vois, c'est même de plus en plus de demandes autour de remettre de la confiance dans les équipes ou remettre de la confiance entre un leader et ses équipes en dessous. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus présent. Et comme le disait Vincent, le monde est plus clivé. Il y a ceux qui ont, entre guillemets, réussi leur Covid et ceux pour qui ça a été plus difficile. Et en caricaturant, les jeunes seuls dans leur appart tout petit à Paris ont beaucoup plus souffert que le leader dans une grande maison, voilà, quelque part. Et donc, ça a beaucoup clivé et tendu les relations. Donc, même si statistiquement, un -4 ou un +6 peut paraître différent, en fait, ça donne des situations types qui sont très, très différentes. Super. Alors ça, c'était le premier aspect, on va dire, de l'impact direct hein, auquel on s'attend globalement, même s'il y a un écart entre le ressenti et l'objectif qui est, je pense, intéressant à comprendre, parce qu'on voit qu'il y a effectivement une prise de conscience qui va prendre un peu de temps. Alors, il y a une question juste, Nicolas, avant qu'on passe à la deuxième partie. Est-ce que tu peux expliquer le contenu de la sinusoïde pour les néophytes? Ouais, pas de problème. Du coup, c'est un graphe qui va en fait représenter l'évolution du niveau de stress. Ici, quand on parle de stress, on peut, je pense, parler de mobilisation d'énergie. Donc, vous allez avoir des stimuli de stress, si vous voulez, sur en bas, sur la partie horizontale, pardon. Et puis, à chaque stimuli stressant, l'organisme va mobiliser de l'énergie pour répondre à ce stress, à ce challenge, ce qu'on appelle l'allostasie, c'est les petites flèches rouges. Et puis, une fois qu'il a mobilisé son stress, il va devoir redescendre. Et donc, ça va être le retour à l'homéostasie, retour à l'équilibre de l'organisme. Donc, quand les stress sont relativement espacés, on peut retourner de manière assez facile à l'équilibre. Par contre, quand les stress commencent à répéter, on va avoir du mal à retrouver le même niveau de base. Donc, on va redescendre un petit peu plus haut que là d'où on est parti. Et donc, au bout d'un moment, il se crée une charge, ce qu'on appelle ici en anglais allostatic load, une charge allostatique, qui va en fait nous faire dépenser de l'énergie et qui peut conduire à un syndrome d'épuisement. Alors Nicolas, je vais te donner la parole aussi pour passer à la deuxième partie de notre analyse et notamment quelque chose qui est peut-être moins perçu, on va dire mécanique, mais qui est lié, qui est l'impact en fait de ce stress et de cette crise sanitaire sur la cognition et sur la créativité. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Ouais, tout à fait. Alors il y a une loi qui est bien connue en psychologie, qui fait le lien entre le niveau de performance et le niveau d'éveil. Là, arousal, en bas, ça veut dire le niveau d'éveil. C'est dans la même lignée que ce que je disais juste avant, la mobilisation de l'énergie.
On sait que quand on n'est pas assez éveillé, pas assez stressé, on va avoir du mal à être performant. Mais si on l'est trop, de la même manière, on va être dans l'anxiété, notre performance va décroître. Donc il y a un optimum à trouver pour finalement être concentré, performant et aussi créatif. Et donc cette loi, on la retrouve dans nos données. Donc ça, c'est sur l'échantillon général, hein. On voit qu'en fonction des capacités à gérer le stress, les individus vont être plus ou moins créatifs et vont être plus ou moins, avoir plus ou moins d'appétence pour la nouveauté. Donc ça confirme, en tout cas la théorie que j'ai présentée juste au-dessus. Et si on veut s'intéresser plus particulièrement à l'effet du Covid, sur ces 2 dimensions de créativité, de recherche de nouveautés, et on a des effets qui sont très marqués. En fait, on a une diminution de toutes les compétences en lien avec la créativité en pré-post-Covid, donc moins 9% pour la créativité, moins 7% pour la flexibilité mentale, moins 6% pour la curiosité et moins 8% pour la production de nouveautés. Ok, très intéressant. On prendra, je vois qu'il y a encore des questions, on les prendra tout de suite en réponse. Moi, je voulais faire réagir Gilles, parce que c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif cette histoire d'impact sur l'innovation, etc. D'autant plus parce que on a la perception que le Covid a plutôt ouvert les vannes de l'innovation. On s'est rendu compte qu'il fallait aller plus vite sur un certain nombre de transformations et de changements de business model. Est-ce que cette tension, tu la vois? Est-ce que ça s'observe en fait dans tes accompagnements, cet impact sur la créativité et la curiosité, l'innovation au sens large? Oui, Clarisse, tout à fait. Comme le disait tout à l'heure Vincent et comme on le disait, d'abord, la première chose pour faire de l'innovation, c'est de la confiance. Et aujourd'hui, la confiance, de par la fatigue, de par une bonne partie de son énergie qui est amenée à réguler, fait que la confiance, elle est moins là et qu'aujourd'hui, je vois réapparaître des accompagnements collectifs de COMEX où le premier objectif est d'abord de rétablir ou de reconstruire ou de renforcer la confiance. Après, il y a aussi tous les sujets de la créativité, c'est quand même beaucoup mettre des gens physiquement ensemble pour pouvoir réfléchir. Et les process de l'un est chez lui, l'autre est au bureau, le troisième est dans sa résidence secondaire et le quatrième est chez ses beaux-parents, on l'a vu par 5 fois, ça complexifie complètement le process de créativité avec quand même une aversion risque qui a augmenté. Moi, j'ai des clients qui ont même qui ont arrêté des gros projets stratégiques d'IA, de valorisation et enfin, entre guillemets, de créatif, parce que l'injonction de produire du résultat ou l'injonction d'arriver rapidement à quelque chose est devenue plus forte que, entre guillemets, l'injonction d'être créatif. Donc, on voit aujourd'hui cette double injonction, elle est très forte et elle est très, très forte sur les leaders qui, un jour, vous parlent de créativité, mais le lendemain, vous parlent de résultats très court terme à régler ou de crise à régler. Donc oui, ce qui en plus renforce la tension et la capacité des leaders à autogérer leurs émotions et qui pour moi explique aussi, ils disent qu'ils gèrent mieux, ils ont l'impression de mettre de l'énergie à gérer leurs émotions, mais le résultat fait que quand même leur tension et leur stress a augmenté, hein. Ouais. Ok, bah écoute, c'est intéressant de voir l'impact sur la cognition. Il y a une question de Nathalie sur la partie, enfin pour vous, Gilles et Vincent. C'est vrai qu'on montre des données qui parfois sont contre-intuitives ou montrent parfois un écart entre ce qu'on pense, comment on pense réagir et comment on réagit objectivement. Et notamment toi, Vincent, qui a Ouais. plusieurs fois utilisé nos produits, quelle est la réaction en fait des leaders? Est-ce qu'il y a du déni? Comment ça se passe? Alors, moi, ce que j'ai observé, c'est quelque chose qui est quasiment somatique. C'est-à-dire, quand je le présente, généralement, je vois le visage des gens se détendre et il y a une espèce de tension qui tombe. Et là, les gens me disent, c'est exactement ça. Donc, il y a une espèce de soulagement où, quelque part, on reconnaît la situation qu'ils vivent. Et ça, c'est vrai avec des CEO, avec des membres de COMEX et de comité de direction. Donc, il y a vraiment un soulagement, une tension qui tombe, une déculpabilisation. Voilà, ce que j'ai, c'est mesuré, c'est réel. Ce que je vis avec mes équipes, on va pouvoir s'en occuper.
Et c'est toute la beauté, pour compléter, c'est toute la beauté de le mesurer. Et nous, notre travail de coach, c'est d'aider les gens à accepter et à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, mais qu'ils ne savent pas forcément mettre des mots. Donc, entre la démarche de mesure et la démarche de coaching, il y a un espace pour pouvoir avoir un miroir et identifier ce que le dirigeant vit, ce que le membre du COMEX vit. Ouais. Finalement, on crée un nouveau langage des émotions dans l'entreprise, quoi. Bon, très, très intéressant sur cette deuxième partie. Et donc, merci de Nathalie pour avoir répondu à la question. Alors, la troisième partie, c'est également, en fait, finalement, un impact qui est encore plus profond, si on veut mettre une gradation, qui est l'impact, du coup, sur la relation aux autres et la relation à soi-même, qui est aussi quelque chose qu'on va aller chercher dans tout ce qui est alignement et puis intelligence émotionnelle et sociale. Nico, tu peux peut-être nous dire ce qu'on a observé dans les données. Ouais. Alors du coup, ce qu'on observe, c'est que on a plus d'isolement social chez les personnes qui gèrent moins bien leur stress dans notre cohorte. Ici, quand on parle d'isolement social, c'est vraiment la réaction à un événement, à une émotion désagréable. Concomitant à ça, on a une diminution du sens de la vie, en tout cas de la perception du sens de la vie chez plus les personnes sont stressées. Et alors, c'est des dimensions qu'on va retrouver en pré-post-Covid, le sens de la vie qui diminue. Encore une fois, ça c'est très significatif et c'est assez important. Donc on peut imaginer que c'est aussi en lien avec le fait on l'a peut-être un peu tous ressenti, hein, se retrouver chez soi pendant le confinement, ça remet un peu les choses en perspective. Et donc beaucoup de personnes ont dû réaliser certaines choses à ce moment-là. Et un deuxième point qui est très important, c'est la compassion envers soi-même qui diminue de 7%. La compassion envers soi-même qui est vraiment une compétence fondamentale qui permet de mobiliser ses ressources cognitives, ses ressources émotionnelles, de faire preuve de résilience. Et là, on observe qu'elle a fortement diminué. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça se travaille, la compassion envers soi-même. Mais encore une fois, des effets qui sont assez importants, enfin, qui sont très importants en pré-post-Covid. Du coup, Vincent, toi qui en fait finalement le vis au jour le jour, est-ce que cet isolement qu'on observe dans les données, est-ce que c'est quelque chose, on va dire, de marqué ou dans quelle proportion? Est-ce qu'il y a des gens qui sont un peu perdus pour l'entreprise, notamment au moment de l'heure du retour au bureau, hein, qui fait que on demande aux gens de revenir. Comment ça se passe en fait dans les entreprises pour encore une fois, là, ce qu'on présente, ce sont des moyennes, donc il y a quand même un écart type qui peut être assez important pour certaines personnes, on va dire. Alors, oui, c'est des moyennes, il y a des écarts types, mais enfin, il y a vraiment un phénomène général qui est, effectivement, on a été stressé sur un plan professionnel dans cette période, mais potentiellement également sur un plan personnel, et donc ça, effectivement, ça a généré du repli. Si on regarde plutôt le volet professionnel, finalement, la dynamique collective d'équipe, elle a été perturbée. Le lien social avec ses collègues, avec son chef, il s'est petit à petit distendu. Donc finalement, on a un cocktail d'éléments qui fait qu'effectivement, il y a eu une distension du lien avec l'entreprise et il y a quand même de vrais phénomènes d'isolement. Et ça, moi, je l'observe vraiment dans à peu près toutes les configurations de boîtes. Hein. Donc, si on rajoute à ça ce qu'évoquait Gilles tout à l'heure, il y a aussi eu un aspect liberté aussi dans tout ça. C'est finalement une plus grande liberté dans l'organisation de son temps, dans l'équilibre pro-perso. Et donc ça, effectivement, ça a pu amener un certain nombre de personnes à avoir plus de distance et de recul par rapport à l'entreprise et à s'isoler de leur équipe. Ouais. Et effectivement, ça pose la question du retour au bureau, qui est un événement important et pas simple, et qui dans tous les cas peut pas s'inscrire ou dans la continuité des derniers mois, ou ça peut pas être non plus un retour à comment on vivait il y a 2 ans, parce qu'il s'est passé tellement de choses depuis. Donc il y a un vrai enjeu à redonner aux équipes le goût du collectif, l'envie de venir au bureau,
Et ça, je crois que ça nécessite de reposer un cadre de travail, de reposer un cadre qui permet à la fois de profiter des bons côtés du télétravail, tout en nourrissant le collectif. Et je trouve que c'est intéressant de se poser deux questions en fait pour travailler sur ce cadre. C'est qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble au bureau? Comment on a envie de redonner de l'espace au collectif, à la créativité, à la co-construction? Et puis, important, qu'est-ce qu'on a envie de vivre tous ensemble au bureau? Parce que le bureau, c'est aussi un lieu de vie. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de vivre ensemble, de positif, de fort, d'utile pour l'entreprise? Et je crois qu'aborder le retour au bureau à travers ces deux questions, c'est une façon de lutter contre l'isolement et de recréer du lien et du collectif. Moi, je suis interpellée, c'est vrai, sur ce sujet du sens, qui est quand même un impact très marqué. Et puis, il y a une étude de cadre emploi qui a eu lieu, je crois que c'était en mai dernier, disant qu'un 4 sur 2, en gros, s'il n'y avait pas une prise en compte de son bien-être et effectivement un peu un nouveau pacte avec son employeur, voulait quitter son emploi, en fait. Donc, 1 sur 2, c'est tellement énorme en termes, enfin, c'est un tsunami, quoi, plus qu'une vague. Et toi, Gilles, du coup, sur ce côté, sur ces dimensions qui sont fondamentales, c'est quel est finalement le vivre ensemble dans l'entreprise, c'est dans un objectif, donc dans un sens donné, où on y trouve tous notre sens profond, et puis aussi le sens de la relation avec les autres, qui est quand même essentiel, la collaboration. Comment tu vois ça, toi, dans ta pratique, et puis quelle est ta réaction par rapport à ces données? Je dirais que déjà, la première chose, c'est que je vois une augmentation de l'espace recherche de sens, recherche de spiritualité philosophique, quelle forme qu'elle soit, qui a augmenté et qui devient important dans un espace coaching. Et après, il y a des dirigeants qui démissionnent. J'en ai qui démissionnent parce que elle accuse son entreprise de faire du washing sur des valeurs RH sur lesquelles elle n'est pas en phase. Donc oui, on voit plus de démissions sur des décalages, ce qui avant était finalement, ça faisait partie, c'est le prix à payer dans une entreprise. Certains votent avec leurs pieds et quittent, et parfois même sans avoir trouvé le job d'après. Donc c'est vraiment un départ plus qu'une recherche active d'un nouvel environnement. Et après, dans les recherches, dans les évolutions, les gens ont envie d'aller se faire des métiers avec plus de sens et un rejet de plus en plus de métiers sans sens. Moi, j'ai eu un burn-out dans mes clients. Je connaissais même pas le terme du burn-out avant, qui est arrivé en plein Covid. Burn-out, c'est-à-dire qu'il a été promu, il était dans le métier noble de la banque dans lequel il voulait. C'était un job auquel il avait aspiré depuis 5-10 ans. Il avait enfin atteint le Graal et ce job, et au bout de 6 mois, alors exacerbé par le Covid, il a juste une perte d'intérêt complète, qui est une forme d'épuisement, burn-out, mais qui était juste sur une forme de perte d'intérêt. J'ai pas envie de faire ce job ne m'intéresse pas finalement. Voilà, et qui était même difficile à traiter pour moi, pour les RH, pour tout le monde. C'était en plein coaching. Et quelque part, même, je me suis posé la question en tant que coach, est-ce que j'y ai contribué puisque je l'aidais à réussir dans ce job? Et oui, j'ai probablement, d'une certaine façon, contribué. Donc, avec un vrai questionnement pour moi en tant que coach. On a des questions dans le chat. Alors, on va prendre dans l'ordre. Il y a deux questions plutôt pour toi, Nicolas, sur les différences, les typologies, en fait, par type d'entreprise, que ce soit la taille de l'entreprise entre petite structure et grande structure, ou secteur d'activité qui aurait été plutôt impacté par une surchauffe d'activité ou au contraire une baisse d'activité. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, ou pas dire d'ailleurs, et du coup, Vincent et Gilles, si vous avez aussi des commentaires un peu qualitatifs sur ces sujets. Alors déjà, sur nos données, on a très clairement des gens qui sont plutôt sursollicités que des personnes qui étaient en baisse d'activité dans notre base de données. Ça, c'est un fait. Donc, ce serait intéressant d'aller comparer les deux. Aujourd'hui, nous, on peut considérer que dans nos échantillons, c'est la sursollicitation qui domine. Et sur la taille des entreprises, pour le coup, on a des entreprises de taille assez variable. Donc là, pour le coup, on peut pas, je ne peux pas trancher de manière aussi claire. Peut-être que Vincent et Gilles, vous avez des expériences. Alors, sur la partie équipe, activité sursollicitée ou sous-sollicitée, j'ai pas mal d'exemples en tête de boîtes
pour qui je travaille, où finalement la partie digitale a continué, la partie physique s'est arrêtée. Et finalement, même si les raisons du stress étaient différentes, mais pour moi, c'est exactement la même chose, voire c'était pire dans les équipes en arrêt d'activité, qui finalement étaient complètement déconnectées du business, de l'entreprise, etc. Et où finalement les phénomènes de stress, d'isolement, ils ont été encore plus forts sur les activités qui étaient quasiment à l'arrêt complet, quoi. Moi, je confirme ce que dit Vincent, c'est-à-dire que même une partie importante du job des leaders et des managers, c'était d'aller récupérer, y compris voire d'occuper ou de vérifier que ceux qui étaient moins occupés soient en bonne santé, aillent bien et qu'ils soient considérés dans le système, même si à un moment ils étaient moins prioritaires parce que leur activité s'était en partie arrêtée ou diminuée fortement. Donc, ça a été un gros travail des managers et leaders de mesurer ce taux d'inactivité et leur bien-être, entre guillemets, malgré cette inactivité. Donc oui, comme Vincent, je pense que pour ceux qui étaient en sous-activité, ça a été beaucoup plus fort. L'action et le fait d'être en action fait qu'on se pose moins de questions et que c'est moins le sujet. Ouais. Intéressant. Et du coup, pour toi, Nico, également, sur la partie pérennité de ces impacts, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on attend en fait par rapport à ce qui existe aussi dans la littérature, hein? Et puis, a-t-on prévu une vague future de mesures? Une vague 2 d'études, oui, ça, on va le faire. On s'attend à des évolutions, mais en fait, c'est très dépendant de la situation actuelle aussi. Donc, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il y a des tendances de fond qui persistent. On sait que, par exemple, sur les capacités de régulation et de gestion du stress, on peut espérer que ça remonte. Après, on peut douter que ça remonte au point où c'était avant le 20 mars, s'il n'y a rien de particulier qui est fait. Ou en tout cas, la remontée va être plus lente que la diminution. Et donc, la plupart des métriques qu'on vous a montrées ensuite dépendent aussi de cette première, en fait. Donc, on peut imaginer que sur la créativité, etc., à moins qu'il y ait vraiment des restructurations au niveau organisationnel, il n'y a pas de raison que ça remonte très rapidement. Donc, à suivre avec beaucoup d'intérêt. Moi, je commence à voir chez les clients justement des réorganisations actuelles, justement dans leur nouvelle vision digitale et réelle. On commence à le voir aussi, les entreprises commencent ça y est à mettre en place des nouvelles organisations qui sont peut-être un peu stressantes dans la nouvelle mise en place, mais qui devraient être moins stressantes une fois que la nouvelle organisation tourne. Plus responsabilisante notamment? Qu'est-ce qui ferait qu'elle soit moins stressante à l'avenir? Déjà aligné avec le monde d'aujourd'hui et l'importance augmentée du digital par rapport pour les business mixtes et en phase avec les aspirations et des salariés, hein. J'ai vu qu'il y avait des questions, hein, sur les dissonances L'anxiété cognitives. climatique, oui. Ouais. Voilà, et un peu plus en phase entre ce que dit l'entreprise, ce que fait réellement l'entreprise et la responsabilité des gens. On le voit, les entreprises sont quand même en train de s'adapter et de mettre en place, en tout cas dans celles que je vois et avec qui je travaille, des systèmes qui soient plus alignés. Donc ça va prendre, c'est peut-être trop lent pour certains, pour les plus écologistes, mais c'est en train d'arriver. Donc oui, je pense que le mot responsible, j'ai même un client qui parle de responsible mindset. C'est un mot-clé qui est clé dans les entreprises, dans leur transformation. Et puis, peut-être il y a un certain nombre d'entreprises où on voit vraiment la volonté d'intégrer dans leur fonctionnement ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. Donc, à un moment donné, de dire finalement le sens, c'est pas quelque chose qui se décrète par le haut. À un moment donné, il faut aller chercher l'individu, il faut aller chercher son désir, son envie, sa motivation intrinsèque. Et à un moment donné, la dynamique d'un collectif, elle se construit beaucoup en partant de l'individu et en soufflant sur les braises de sa motivation intrinsèque, de son désir, en fait. Et ça, c'est plutôt des tendances positives qui vont dans le bon sens. Ok, on va y revenir tout de suite après aussi sur les initiatives en fait qui peuvent aider à passer. Je vais prendre quand même une ou deux encore questions parce qu'on en a beaucoup dans le chat. Je trouve ça intéressant qu'on puisse les prendre au fil de l'eau. On a une question de Iva.
Peut-être qu'on peut répondre en anglais parce qu'Iva n'est pas totalement francophone, même si elle parle très très bien et qu'elle ne l'avoue pas tant que ça. Mais Iva mentionne en fait l'impact du MERS et du SRAS qui a été étudié dans la littérature, notamment avec des effets à très long terme sur des PTSD. Donc peut-être Nico pour ta réaction là-dessus sur l'impact. Ah bon, elle ne veut pas répondre en anglais, mais Nico, est-ce que tu as des réactions par rapport à l'impact long terme et est-ce que c'est des choses que enfin, on va aller tout de suite dans la partie solution, mais est-ce qu'il y a des solutions qui existent pour faire de la mitigation de ces impacts? Nico, tu es en mute. Fallait bien qu'on le fasse au moins une fois, celle-là. Ouais. Le mec avait vachement bien commencé. Non, je pense que c'est important, effectivement, d'apprendre du passé, parce que sinon, ce serait vraiment dommage. Donc, il existe des programmes pour prévenir le PTSD, et donc il faut prendre en fait l'opportunité de les mettre en place. On ne peut pas forcément les détailler maintenant, enfin, on va parler des solutions après. Mais c'est évident qu'il ne faut pas rester les bras croisés là-dessus. Et puis, je rebondis également avec, il y avait une question au-dessus qui était plutôt en lien avec l'écologie, qui est aussi, on va dire, un défi qui est peut-être moins perceptible dans notre quotidien aujourd'hui, mais qui est très important, voire plus important que ce qu'on a vécu là. Donc effectivement, je pense qu'il faut absolument prendre cet événement de cette crise comme une opportunité pour prévenir et puis anticiper les crises à venir aussi, quoi. Alors justement, on va passer sur toute la partie solution. Et la question, c'est effectivement, qui revient aussi dans les questions du chat, hein, c'est comment est-ce qu'on peut prévenir, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau d'une entreprise pour, on va dire, gérer ses impacts et puis aussi prévenir peut-être d'autres problématiques à l'avenir ou des impacts de long terme. Donc en y réfléchissant, et je laisserai Vincent et Gilles réagir un peu sur toutes ces solutions, en y réfléchissant, quand on a préparé ce webinaire, on est tous tombés en gros d'accord sur le fait qu'il y avait toute une palette de solutions finalement à destination des RH. Donc là, vous voyez une représentation assez classique des missions des RH avec différents axes, que ce soit plutôt installer des processus ou prendre en compte on va dire l'humain et l'individu, et puis des choses qui sont plutôt orientées sur le là maintenant ou des choses plutôt tournées vers le futur. Ce qu'on observe en fait actuellement, c'est qu'on a beaucoup de choses qui sont mises en place et qui ont été mises en place dans les derniers mois, et on est peut-être probablement encore dans ce temps-là dans les entreprises, sur des processus et des prises en charge des hommes et des femmes plutôt orientés sur le quotidien, sur le maintenant et tout de suite, avec les procédures de retour au bureau, le dialogue avec les organisations syndicales sur les RPS, la mise en place aussi dans beaucoup d'entreprises de lignes d'écoute pour de psychologues notamment à la demande, et puis des webinars, on va dire des formations ou en tout cas des conférences sur ces thématiques un peu nouvelles, du stress, etc. Et puis se pose la question un peu de ce qui va venir dans l'étape d'après. Comme dans l'émission des RH aussi, c'est de prévoir le futur, et on entend parler, même si c'est pas encore effectif, on entend parler de beaucoup d'entreprises qui réfléchissent à revoir leur modèle de leadership guidelines, aussi en lien avec leur projet de transformation que mentionnait Gilles, hein, et puis de mettre en place, ce qui est déjà un peu le cas, mais qui probablement s'accentuera, des programmes un peu plus personnalisés de coaching, de rétention des talents, qu'on voit dans différentes industries qui ont peut-être des problématiques justement de cadres en fait, qui ont envie de partir suite à des problèmes de sens, et puis plus globalement, évidemment d'adapter leur talent development, peut-être avec des nouvelles thématiques, des nouvelles compétences, mais aussi des nouveaux moyens, comme des données et la technologie. En tout cas, nous, c'est ce qu'on apporte chez OpenMind pour, on va dire, changer un peu cette expérience du talent development. Donc ça, c'est une petite introduction. Je veux bien la réaction de Gilles et de Vincent, peut-être sur vous, ce que vous observez aujourd'hui dans les approches. Et puis Nicolas nous donnera un petit éclairage aussi sur ce qu'on a dans la littérature et dans des publications, en fait,
sur des solutions qui marchent. Donc Vincent, vas-y, commence. Alors, peut-être pour partager quelques bonnes pratiques que j'ai pu voir, il y en a une première qui tourne autour finalement de la qualité de vie au travail et de comment on intègre le sujet du stress et de la gestion de l'énergie comme un sujet à part entière sur lequel il faut investir, passer du temps et développer les compétences. Et donc, il y a pas mal d'initiatives que je peux voir ou porter chez différents clients autour de finalement comment apprendre à comprendre la façon dont on fonctionne par rapport au stress, quel est son mix énergétique et comment on est capable finalement de prendre soin d'une ressource et qui est essentielle pour soi et pour les autres, qui est son énergie. Et donc ça peut prendre la forme d'ateliers, de conférences, il y a plein de façons de le faire. Mais en tout cas, de bien intégrer ce sujet de je prends soin de moi, de mon stress et de mon énergie comme une compétence que tout un chacun on doit développer. Donc ça, c'est une première bonne pratique que je peux voir. Il y en a une autre, c'est finalement un manager qui prennent le temps avec leurs équipes de travailler sur leur fonctionnement. Et donc effectivement, de laisser de l'espace pour discuter ensemble de comment on a envie de revenir au bureau, comment on a envie de travailler, qu'est-ce qui est important pour se sentir tous en confiance, comment est-ce qu'on peut se connecter à notre motivation intrinsèque. Donc c'est finalement vraiment d'accorder de l'espace, du temps et de l'attention au sujet du fonctionnement en équipe. Et ça, effectivement, je trouve que c'est des choses qui sont positives et qui ont un vrai impact qui va dans le bon sens. Moi, je confirme totalement ce que dit Vincent. On voit d'abord le succès des plateformes de coaching aujourd'hui qui sont beaucoup du coaching bien-être ou du coaching QVT, dans lequel la relation avec le coach est différente et dans lequel le choix ou les types de problématiques peuvent être mesurés, observés et qui permettent de faire des indicateurs, qui est vraiment intéressant, je trouve, aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est effectivement, on voit souvent les managers ont des convictions très fortes, il faut tous revenir au travail, il faut tous retravailler comme avant, des choses comme ça. Et on voit que là, ils sont bousculés ou ils sont en train de basculer vers un questionnement plus fort, intégrant, comme le dit Vincent, tiens, le bien-être, la capacité des gens, tiens, toi, tu as plus besoin de travailler de chez toi ou tu as besoin d'adaptation, fait qu'on voit apparaître cet aspect-là plus fort au nom de la performance in fine. Et donc, prêt à prendre ce temps, que ce soit dans un coaching collectif ou dans l'espace collectif des équipes, pour intégrer ce critère-là, parce qu'ils se rendent compte que leur responsabilité, c'est aussi d'aller récupérer ceux qui vont moins bien, c'est aussi d'interroger pourquoi lui, à un moment, lui ou elle va moins bien ou est moins performant, et quelle est la part personnelle de sa moindre performance ou de sa baisse de performance à un moment. Donc ça passe beaucoup, si je reformule un peu votre point de vue à tous les deux, ça passe beaucoup par équiper les managers en fait. De manière d'aller chercher leurs équipes, de peut-être manager différemment, se poser des questions. Donc c'est beaucoup autour de l'évolution managériale quand même. Oui, et puis également de l'évolution du manager lui-même, c'est-à-dire au-delà de ses pratiques, c'est dans l'acceptation du fait qu'effectivement on puisse être fatigué. Et si on l'accepte pour soi, et si on prend soin de soi, on prend aussi, on l'accepte pour ses équipes et on prend soin de ses équipes. Et donc c'est éminemment vertueux. C'est moi en tant que dirigeant, en tant que manager, je fais ce travail sur moi, je le fais avec mes équipes et finalement, pour employer un terme qui n'est pas très adroit aujourd'hui, mais ça peut être complètement contagieux dans toute l'entreprise, mais au bon sens du terme. Ça vient du manager, mais ça vient aussi de la direction générale. Je ne sais pas si vous avez vu le discours de Satya Nadella sur les 5 balles de verre et la balle en caoutchouc, pour jongler entre ces diverses parties ou ces diverses responsabilités clés. En 3 minutes, il avait posé le débat. Donc oui, c'est la responsabilité du dirigeant, c'est la responsabilité du DRH, bien sûr, comme votre graphe le montre, et c'est la responsabilité de chacun des managers dans la structure. Donc et après en préparation, on avait beaucoup insisté sur l'importance de la culture pour l'entreprise. Il y a des entreprises où il y a une culture bien-être et performance qui est plus forte que d'autres. Et dans cette culture, on va accepter d'aller plus ou moins loin sur aider. Alors, il y a un grand mot, être responsable ou non du bonheur du salarié. Enfin voilà, après avec tout le débat éthique qu'il va y avoir autour. Donc ça veut dire quand même, c'est pas forcément, ça passe pas par des programmes. Je me souviens, moi j'ai été directrice du digital, donc j'étais beaucoup sur des programmes de transformation sur une thématique ou une autre. Il y avait un programme de transformation data, etc. Là, ce que j'entends, c'est que c'est quand même
plutôt quelque chose qu'on va essayer d'incorporer dans le cœur de l'entreprise, quoi, qui est le talent management, la culture, dès le niveau de COMEX, hein, et finalement la pratique managériale. Donc c'est ça que je trouve assez intéressant Avec la difficulté d'aligner le discours et la réalité, hein, qui est quand Ouais. même qui reste compliqué et encore plus en ce moment. Alors Nico, tu veux peut-être nous donner un éclairage sur ce qui existe. Alors là, on va dire les outils, hein, on voit bien que l'approche humaine va être essentielle, mais la question qu'on se pose, en tout cas chez OpenMind, c'est comment est-ce qu'on peut aider les coachs, ou est-ce que la technologie et les neurosciences peuvent nous aider à aller encore plus loin, encore plus vite sur ces sujets-là, quoi. Ouais, du coup, vu que j'ai posé des problèmes avec les données tout à l'heure, j'essaie de trouver des solutions. Donc j'ai mis des solutions qui me semblent être efficaces, en tout cas les chiffres le montrent, et puis pertinentes, pour reprendre un peu ce dont vous parliez juste avant, ces solutions qui sont profondes, qui tendent à modifier les cultures et les comportements, les automatismes. Donc le premier chiffre, le 0,81, il va reprendre la notion d'adaptation physiologique, donc la courbe que je vous montrais avec les collines et les vallées, sur la mobilisation de l'énergie. En fait, il sort d'une méta-analyse qui a été réalisée sur plus de 24 études. Donc une méta-analyse, c'est une étude d'études. On va rassembler plusieurs études et on regarde l'effet d'un même intervention, par exemple. Là, c'était une intervention basée sur du biofeedback. Et on observe donc une taille d'effet de 0,81, ce qui est très important. Il y a plus de 480 personnes dans la méta-analyse. Donc 0,81, ça se voit à l'œil nu dans les données qu'il y a un effet. 0,2, il y a déjà un petit effet. 0,5, un effet moyen. 0,81, c'est un effet qui est très important. Et donc le biofeedback, ça va vraiment permettre d'aider les gens à mieux se réguler, mais surtout de mieux se percevoir, en fait, d'être plus en lien avec leur état émotionnel. Tout à l'heure, quand on montrait qu'ils n'étaient pas conscients de leur stressabilité qui augmentait, là, c'est vraiment l'idée de leur apprendre à mieux ressentir, en fait, finalement, le stress. Pas dit plus le ressentir, mais mieux le ressentir, c'est-à-dire y être présent et du coup pouvoir agir en conséquence. Donc ça, c'est le premier point sur une aide qui est du coup aussi assistée par la technologie, qui doit aussi être accompagnée par un coach ou un thérapeute. Le deuxième point, c'est sur la créativité et l'innovation. Donc là, j'ai mis moins 30%, ça provient d'une étude de l'année dernière qui comparait des personnes qui avaient pratiqué une intervention de pleine conscience versus des individus qui n'avaient pas fait. Donc on observe une diminution du vagabondage mental. Mais derrière le vagabondage mental, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est une diminution aussi des automatismes, en fait. Et donc on est plus à même d'être libre et de prendre des décisions en conscience, si on peut dire. Et donc ça, c'est très profitable à la fois à la créativité, mais aussi à l'alignement interne. Quand on parlait de sens tout à l'heure, ça me permet de faire la transition sur la partie sens et authenticité en bas à droite. Quand on parle de sens, c'est important de prendre le temps, quand on prend une décision, de sentir que c'est une décision qui est juste pour nous. Et donc pour ça, on parlait de burn-out aussi, c'est important de mobiliser ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. Et donc, elle dépend de 3 dimensions. C'est le besoin d'autonomie, le besoin de compétences et le besoin de relation, qui sont 3 choses sur lesquelles c'est très important d'appuyer. Et on peut le montrer parce que vous pouvez voir, c'est tiré de notre base de données, ces chiffres. Ils sont tout chauds, tout récents. On a fait l'analyse la semaine dernière. Et donc, on voit un effet sur l'engagement, sur les liens émotionnels, sur l'anxiété, sur l'isolement et sur le bien-être. Donc, c'est vraiment un vecteur fondamental. Et enfin, en bas à gauche, sur la cohésion et la collaboration, qui sont aussi des sujets qu'on a abordés avec l'isolement social et l'autocompassion. Ce qu'on sait, c'est que les liens émotionnels, donc être capable de partager ses émotions, c'est le premier prédicteur de performance de travail en équipe. Loin devant le QI, la personnalité, voire même les compétences. Ce qui est important, c'est d'échanger avec ses pairs
et d'échanger sur un registre émotionnel. Ça permet de nuancer son propos, ça permet de lui donner de la valeur. Donc ça, c'est très important, ça permet d'entrer en empathie avec l'autre. Et le second point aussi, c'est la sécurité psychologique. Donc pour pouvoir partager ses émotions, évidemment, il faut se sentir à l'aise pour le faire. Et donc ce sont, à mon sens, les points les plus déterminants pour soutenir, en tout cas pour répondre aux enjeux qu'on a pu voir via les résultats de cette étude. Alors, il y a beaucoup de questions dans le chat sur les hommes, les femmes, sur aussi des approches particulières comme le co-développement. Je ne pense pas qu'on aura l'occasion de tout voir aujourd'hui, mais sachez que nous avons prévu un prochain webinaire le mois prochain sur les perspectives en termes les nouvelles approches en termes de talent development avec des invités de marque dans les entreprises et puis dans les professionnels de l'accompagnement. Ainsi qu'un webinaire d'ici la fin de l'année sur le leadership féminin, parce qu'en effet, nous avons fait une étude pour séparer les données entre hommes et femmes avec des différences très significatives entre ces deux populations, notamment sur l'écart entre ressenti et objectif, qui est le cœur du plafond de verre. Donc, on ne pourra pas forcément les prendre, mais voilà, si vous êtes intéressé par les sujets, n'hésitez pas à suivre notre actualité, vous abonner sur LinkedIn à notre page LinkedIn pour être au courant de nos prochains événements. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour votre participation. Un immense merci à Vincent et à Gilles pour avoir apporté votre expérience très riche. Et puis merci aussi évidemment Nicolas, Florent et toute l'équipe Open Mind qui a préparé ce séminaire. Et puis au plaisir de vous retrouver bien prochainement, et vous trouverez le lien vers l'étude au sein de cet événement, et également il sera publié dans les prochains jours. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée. Bonne journée.